Le journal. Bonsoir, merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres du journal. Des ouvrages vendus au rabais à l'endroit de toutes les catégories d'apprenants, étudiants, lycéens, même les classes de maternelle sont invités à la foire aux livres à l'université Omar Bongo. Une initiative qui pourrait s'étendre jusqu'au 14 septembre 2020. Lutte contre la Covid-19 dans le Wallentem où le ministre de la Santé est allé s'enquérir du dispositif de riposte contre la maladie et faire un état de lieu des structures de santé de la province. Le bilan mi-parcours de ce périple dans le septentrion dans ce journal. Puis sport, conférence de presse ce matin à Libreville, animée par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Au menu des échanges avec la presse, le partage des 125 millions de francs CFA alloués aux joueurs pour la diminution de la dette. Voilà pour les titres. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Nous ouvrons cette édition d'information par les travaux d'aménagement des voiries urbaines de la capitale gabonaise pour parler de la route secondaire allant des feux tricolores du PK8 au rond-point du PK7 qui est en passe d'être construite. Cette voie qui va contourner le marché banane augure des lendemains meilleurs pour les riverains. Mais pour l'heure, les populations vivent encore le calvaire. Reportage Eldaneli Kumba. À cause de l'état de la route, je suis en train de déménager parce qu'à peine un mois que je suis arrivée, l'état de la route ne permet pas à ce que je puisse y habiter dans ce quartier. Ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Dans cette zone dite derrière le marché banane, l'accès à la voie principale est un parcours du combattant. La seule route qui sert d'accès et de sortie aux populations est dans un piteux état. Ça fait des années. La route là, regarde, toi, mais la route, tu viens là comment? Regarde les flaques, tu marches là comment? Bien ou bien mal? C'est pas bon, vous aussi, vous négligez les autres. Quand les pluies arrivent, allons-y à la maison. Vous allez voir, là où l'eau s'arrête, tout le temps mes choses se gaspillent. On va terminer par quitter la nuit tous. Après la pluie vient le beau temps, dit l'adage. Un beau temps qui arrive avec la réalisation d'une route secondaire dans ce coin de Libreville. L'État, par l'entremise de Sogea Satom, a mis en place le projet de construction d'une voie pour désenclaver la zone et permettre aux riverains un accès facile à la route nationale 1. C'est une bonne chose que la route soit là, mais pourvu que ça soit dans les normes, dans les règles de l'art. Donc c'est bien vu qu'ici, regardez comment on marche avec l'eau sale partout, même pour aller à l'école. Surtout moi qui apprends à Dieu d'Abani avec les chaussures blanches, je ne peux pas arriver au lycée comme ça. Ça va beaucoup faciliter les habitants de ce quartier et puis ça va aussi amener aussi le développement du quartier. C'est vraiment une bonne chose. À côté, les pouvoirs publics ont décidé d'effectuer les travaux du bassin versant Terre Nouvelle du marché banane afin de réduire les inondations à répétition dans cette partie de la capitale. Notons que ce projet de route de derrière le marché banane constitue la seconde phase des travaux qui englobe la réalisation de la route rond-point PK7 aux deux écoles du PK8. Les travaux d'aménagement des bassins versants et de la route de contournement dans la zone dite Terre Nouvelle Nord avancent à grands pas. Les habitants de ce quartier ne cachent pas leur joie dans ce reportage de Gaël Mbimbo Koko. Dans la zone nord du quartier Terre Nouvelle, la construction de la route de contournement allant du rond-point du PK7 aux deux écoles vers le carrefour Niali apparaît comme une bouée de sauvetage pour les habitants qui attendent à cœur joie la livraison de ce chantier. Ça nous fait du bien parce qu'on se dit que dans bientôt, la route va terminer et on pourra déjà avoir la circulation. Avant, on se déplaçait, on marchait pour aller au marché banane et on revenait aussi pareil. Mais les voitures n'avaient pas accès ici. Et à présent, les voitures rentrent. Ces travaux-là, normalement, l'idée était bonne. Le gouvernement a pris mesure pour qu'on fasse ça. Puisqu'avant, c'était pas bon. On ne connaissait pas qu'ici, il peut y avoir une rôle. Comment ça va se passer là? C'est bon pour la population.
population que nous sommes ici. C'est très bien. Quand on a beaucoup de routes, ça nous permet d'éviter les embouteillages. Si ce genre d'initiatives peuvent s'effectuer, ce serait vraiment idéal. Un an en arrière, la circulation était pénible ici à Terre-Nouvelle. Au-delà de la route, il y a également l'aménagement des bassins versants qui, pour le jeune lycéen Jordi, est un ouf de soulagement. Avant qu'ils puissent avoir le canal, ici ça s'inondait quoi. Plus qu'ils ont mis le canal là, ils essaient d'aller déjà. Ils essaient de mieux circuler déjà. Ici, il y avait complètement la boue. Donc du coup, lorsqu'ils partaient à l'école, les chaussures étaient complètement sales. Et là maintenant, ça me fait plaisir qu'ils puissent mettre le canal là. Ils arrangent la route, c'est vraiment un bénéfice pour nous quoi. Je le dis encore merci. Ces travaux qui ont pour objectif la réduction des inondations dans ce quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville commencent déjà à porter ses fruits. C'est la foire aux livres à l'université Omar Bongo. Des ouvrages vendus au rabais à l'endroit de toutes les catégories d'apprenants, de l'étudiant au lycéen, passant également par les classes de maternelle. Une initiative qui pourrait s'étendre jusqu'au 14 septembre 2020. Issa Steve Mefan pour les détails. C'est le retour dans les universités et grandes écoles. Tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes. Allons à l'université Omar Bongo qui connaît une cure de jouvence. L'environnement est verdoyant. C'est tout de même une petite agitation par endroits dans les deux facultés, la Flèche et la FDSE, composant ce temple du savoir. En face de l'amphithéâtre de première année droit, des livres exposés par un vendeur particulier, Maurice Olam Van. Alors ces livres s'adressent d'abord premièrement aux étudiants du supérieur. Et en plus, nous avons ajouté des livres des lycées et collèges. Et nous faisons des promotions sur des livres des enfants qui sont vendus à 500 francs. Des livres de la 6e en terminale, nous les faisons un prix unique de 1000 francs. C'est pour attirer les jeunes qui sont à la maison de venir acheter les livres. Des livres vendus à moitié prix et quelquefois négociés entre le vendeur et l'acheteur. Au niveau de l'université, nous sommes installés devant l'amphithéâtre Isaac Nguema, avec la faculté de droit de sciences économiques. Déjà, on les vend sur place. Ça permet aux étudiants de les consulter et de les avoir quand ils ont vraiment besoin et quand ils ont les moyens pour en acheter. L'avantage, c'est déjà que nous sommes déjà très moins chers. C'est une fois. Nous ne vendons pas des livres, comme on peut le croire d'ailleurs, chers. Non, nous les vendons sur place, c'est moins cher. Et puis, c'est pas la pharmacie. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens par rapport au prix d'achat, nous pouvons toutefois vous faire un prix, négocier le prix. Une bonne affaire pour les étudiants attendus à cette foire jusqu'au 14 septembre prochain. Le Forum national sur l'encadrement et la sécurité en milieu scolaire, sportif et administratif au Gabon se poursuit à l'école normale supérieure de Libreville. Au second jour des travaux, la contribution des experts à la compréhension du phénomène ainsi que les pistes de solutions proposées pour freiner cette pratique réjouit le vice-président de l'Union nationale des services publics et assimilés Afrique francophone. Les précisions avec Arnaud Ondo Ngozogo. Depuis l'ouverture des travaux, le forum cherche à comprendre à travers les 6 modules autour duquel il s'articule les raisons qui expliqueraient la violence qui s'exprime sous diverses formes en milieu scolaire. Emérancienne Milendi, expert du forum. Dans nos établissements, vous conviendrez avec moi qu'il y a trop de violence. On a des élèves qui apportent des couteaux, qui agressent les autres. Les enseignants sont agressés, les élèves sont agressés. Le phénomène prend plus de l'ampleur. Même le simple citoyen ne peut pas circuler librement parce qu'on a tous peur, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc nous avons essayé de voir ce phénomène qu'à l'intérieur de l'établissement, il y a des surveillants généraux qui sont là, mais à l'extérieur, il n'y a personne. Et c'est là où se passe quelquefois tous ces trafics. Ce trafic se traduit le plus souvent par la vente des stupéfiants et des drogues de tout genre à l'intérieur et à l'extérieur des établissements, rendant difficile la recherche des solutions à ce fléau qui sévit au-delà de nos frontières. Bertrand Bissiello, enseignant. Les responsabilités sont partagées, aussi bien les parents, les élèves eux-mêmes, que même tous les membres du système éducatif, y compris les pouvoirs publics. C'est un fléau, véritable fléau mondial. Donc les solutions ne sont pas toujours évidentes, mais il faut rechercher parties d'activités sportives, d'autres activités plus ludiques pour mieux occuper les enfants, pour éviter que ceux-là ne s'évadent davantage dans des habitudes qui ne leur rendent pas service et qui ne les grandissent pas. Le forum suscite l'engouement des participants qui s'impliquent aux travaux depuis son lancement. Aussi, son initiateur attire l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de prendre en compte les recommandations qui en résulteront. Emmanuel Mbemba, vice-président de l'Union internationale des services publics et assimilé Afrique francophone. Nous souhaiterions que les autorités, au lendemain de ce forum, puissent examiner avec attention et objectivité les recommandations issues du forum. Car il s'agit de notre jeunesse non seulement scolarisée, mais aussi déscolarisée, parce que toutes les jeunesses sont comprises dans ce phénomène. Aujourd'hui, nous avons près de 200 séminaristes à former et nous allons les présenter à l'État dans les tout prochains jours. Le forum se poursuit et rendra ses conclusions ce samedi à l'école normale supérieure.
La lutte contre la Covid-19 dans la province du Wellington, la riposte est efficace. On assiste à une diminution du nombre de cas des personnes infectées au Covid-19. Aujourd'hui, pour consolider cet acquis, le respect des mesures barrières est une obligation. Ahmed Ryan Zengi. Bien qu'étant frontalière au Cameroun, dont le risque de contamination est plus élevé, la province du Haut-Lenthem affiche un bilan positif de la stratégie de riposte contre le coronavirus. Professeur Marielle Bouillot-Atoké, responsable du comité scientifique. La riposte provinciale est effective et a l'air efficace. On sait aujourd'hui que la pandémie n'est pas à son terme, mais on sait aussi que la prise en charge de la Covid-19 doit rentrer dans la prise en charge routinière des patients. D'où justement le don de matériel qui permet justement la prise en charge non seulement des cas simples, mais aussi des cas graves. Donc, il s'agit maintenant au personnel de la province du Haut-Lenthem, déjà impliqué, d'insuffler justement les meilleures stratégies au personnel de santé pour toujours considérer la Covid-19 comme une réalité, même si en ce moment on observe une diminution du nombre de cas, comme une réalité, de rester vigilant et de savoir que nous vivrons avec cette pathologie et que, bien évidemment, il y a d'autres pathologies. Nous devons toujours rester en alerte. Bilan positif d'une riposte provinciale qui suscite l'admiration de l'Organisation mondiale de la santé, premier partenaire du Gabon en matière de santé publique. Avec moins de 150 cas positifs à la Covid-19, le Haut-Lenthem est loin de constituer une zone à risque élevé de contamination, selon la cartographie des cas positifs au Gabon. Il est à noter tout de même que malgré ces chiffres encourageants, le respect des mesures barrières pour freiner toute propagation supplémentaire doit désormais constituer le nouveau mode de vie des populations de la 9e province du Gabon. Le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong, séjourne depuis le mercredi dans la province du Wellington. Il est allé s'enquérir du dispositif de riposte contre la Covid-19 et faire un état des lieux de structures de santé de la province. Au terme des différentes rencontres, il a fait le bilan à mi-parcours au micro d'Ahmed Ryan Zengi, l'envoyé spécial de Radio Gabon. Comme vous le savez, depuis ma nomination, le Premier ministre m'a d'emblée demandé de faire le tour des régions sanitaires avec deux objectifs. Le renforcement du dispositif sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19. C'est pourquoi je suis assisté aujourd'hui du président du comité scientifique et le représentant de l'OMS. Le deuxième objectif, c'était de toucher du doigt les réalités organisationnelles et fonctionnelles des structures sanitaires. Donc nous avons commencé par la province du Moyen-Ogooué. Nous sommes allés dans la province de Langounié, la province du Haut-Ogooué, la province de Lolo. Aujourd'hui, nous sommes dans la province du Wellington. Et de prime abord, la visite du centre hospitalier régional d'Oyem n'est pas du tout satisfaisante en termes de conclusion. Nous rendons compte qu'il y a un vrai problème de gestion, il y a un problème de gouvernance de cette structure sanitaire. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on puisse organiser dans 2 jours un dialogue de gestion pour voir clair. S'il faut faire un audit, il faut le faire parce qu'on trouve anormal pour une structure qui a un budget de 800 millions de francs que l'état de la structure puisse être dans cette situation. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de médicaments, les bâtiments sont vétustes et il y a des équipements. Nous sommes venus parce que le président de la République a fait un gros effort au niveau du système de santé en dotant de nos structures sanitaires des équipements de pointe, des équipements de dernière génération. Le centre hospitalier régional d'Oyem dispose depuis 2012 d'un scanner. Ce scanner avait pour objectif de pouvoir améliorer le diagnostic des personnes qui sont dans le besoin. Et avec moins de 5 millions de francs, nous venons de faire redémarrer ce scanner qui, depuis 2012, n'a pas été fonctionnel. Donc c'est dire que c'est juste un problème de volonté. C'est pas tant un problème d'argent, c'est pas tant un problème de finances, mais c'est juste un problème de volonté. La volonté de faire en sorte que les choses changent, la volonté de faire en sorte que nous puissions véritablement matérialiser la vision du président de la République qui a dit que la santé ne doit plus être un luxe. Le président de la République l'a dit parce qu'il a énormément investi dans le domaine de la santé. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental se tiendra du mardi 1er au jeudi 24 septembre 2020 au siège de l'institution. À cet effet, le président du CSE, René Ndemezo-Obiang, informe les conseillers économiques, sociaux et environnementaux que la cérémonie solennelle d'ouverture aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 15h au siège du Conseil économique, social et environnemental.
La moralisation de l'État désigne un programme de réforme rigoureuse au sein de l'administration. C'est tout le sens donné à la création de certains ministères et autres institutions chargées de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans notre pays. Mais quelles sont les compétences réelles de ces entités si l'on prend l'exemple de l'obligation de déclarer ses biens lorsqu'on est dépositaire de l'autorité de l'État? Les précisions avec Claudette Eoré. La Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite est certes l'organe régulateur de la bonne gouvernance dans notre pays, mais ses moyens de répression semblent limités au regard de la démarche plus éthique révélée par le président de cette institution, Nestor Mbou. La commission n'a pas besoin de les appeler parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent faire leur déclaration de biens à la fin de leur fonction. Il y a un adage simple qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc ils n'ont pas besoin d'attendre que la commission aille vers eux pour qu'ils fassent leur déclaration de biens lorsqu'ils ont cessé leur fonction. S'ils ne le font pas, le jour qu'il y a un problème, ils reviendront pour le faire. Pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Maître Francine Keya, l'enjeu est national. Tous les Gabonais doivent se sentir concernés. Les Gabonais ont le droit de dénoncer certaines pratiques à notre ministère. Et c'est sur la base de ces charges-là, de ces pièces-là, que nous étudions le dossier, on le regarde et on le transmet aux autorités. Donc vous, si vous êtes victime d'une injustice qui porte atteinte aux règles d'éthique et de bonne gouvernance, vous avez parfaitement le droit de nous saisir pour nous dire que vous qui vous occupez des grandes politiques publiques relatives à la bonne gouvernance, le fait que je viens de subir, le fait dont je viens d'être victime relève de la bonne gouvernance. Est-ce que vous pouvez trouver une solution pour moi? La sensibilisation et la loi restent donc les maîtres mots dans ce combat. Comme disait Kofi Annan, personne n'est bon citoyen, bon démocrate ou bon dirigeant. Cela prend du temps et de l'éducation. Quelle peine peut encourir l'ivrogne en code pénal gabonais? Peut-il être déchu des droits et prérogatives découlant de son autorité parentale? Quelles sont les condamnations civiles que peut encourir le récidiviste? Issa Stibmefan nous en parle. L'ivresse peut amener l'ivrogne à se voir interdire certains droits et certains avantages à cause de sa consommation incontrôlée de l'alcool, lorsque cela peut compromettre gravement la vie sociale et conjugale. Cyril Orevouno, directeur des études à l'École nationale de la magistrature. Celui qui vit dans l'alcoolisme, déjà, c'est une mauvaise image. Il n'est plus apte à éduquer des enfants. Le juge peut aller jusque-là, à estimer qu'il n'est plus apte, par exemple, à avoir la garde des enfants, parce que par l'ivresse, c'est des exemples pernicieux. Il est irresponsable et on lui retire ses droits par décision de justice. C'est dire que l'ivresse touche non seulement l'individu, mais touche aussi sa famille. Parce qu'un père, lorsqu'on lui a retiré cette attribution naturelle, ça veut dire qu'il est allé trop loin. C'est donc les nécessités de protéger la cellule familiale et d'en limiter les dégâts physiques et moraux. Derrière le fait qu'on ait pénalisé l'ivresse pour essayer de limiter, l'ivresse c'est presque un vice, plus qu'un délit, c'est un vice. Mais il faut quand même essayer de le limiter parce que ça ne touche pas seulement l'individu, que ça touche même son entourage. Et pour lui-même, c'est pas seulement les comportements qui peuvent être affectés, mais sa santé. C'est même une question de santé publique. Les vendeurs ainsi que les consommateurs sont invités à faire preuve de prudence et de bon sens. Au cas contraire, ils s'exposent à la rigueur de la loi en la matière. L'association Guienou poursuit ses activités pour coller à son programme de vacances. Elle vient de démarrer son circuit touristique dénommé le périple de la vallée de la Nyanga. Nick Jocelyn Fouba. Mayonami du côté du département de Ndougou et Mouagara du côté du département de la Basse-Bagno sont les derniers villages le long du fleuve Nyanga avant d'arriver à l'embouchure. Après avoir organisé plusieurs activités à Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga, marquées par des rencontres avec des notables, des jeunes et un déjeuner culturel, les membres de l'association Guienou poursuivent leur plan d'action édition 2020. Actuellement, ils ont démarré un périple dénommé la vallée de la Nyanga. Sur les caractéristiques de ce périple, Dieudonné Kumbambola,
président de l'association Guénou, joint au téléphone. Nous sommes dans la zone de Kashimba et Mbouda. C'est une zone où il y a le lac Manza. Le lac Manza, d'où nous pêchons la carpe que nous appelons la carpe de Mbouda. Nous l'appelons carpe de Mbouda abusivement parce que Mbouda, c'est un village qui est voisin au village Kashimba. Et c'est le lac Manza qui est effectivement le lac d'où on pêche la grosse carpe qui a une particularité d'avoir 3 kilos. Même 4 kilos pour certaines carpes qui ont plus de volume. Et ici, nous sommes à côté de l'embouchure de la Nyanga. La Nyanga qui se jette donc dans l'océan Atlantique. En amont, il y a la chute d'Igochi qui peut fournir l'énergie dans toute la province, même l'Angounier. C'est une chute qui a une puissance de 3 ou 4 fois mieux que celle de Bongolo. Donc nous nous trouvons là en périple avec l'association Nguienou. Nous sommes ici jusqu'au 11 octobre. Le circuit touristique que nous avons pratiquement tracé ici pour une découverte. Et là, nous l'avons appelé le périple de la vallée de la Nyanga. Ça prend le Goué maritime dans toute la zone du département de Ndougou et le département de la Basse-Bagno. Faire de la valorisation de la culture gabonaise son cheval de bataille, c'est la vision que s'est fixée l'association Guénou. À la page de sport de ce journal, nous commençons par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon qui a tenu ce matin une conférence de presse. À l'ordre du jour, les 125 millions de francs CFA alloués aux joueurs pour la diminution de la dette, une somme qui a été remise par la Fédération gabonaise de football. Ulrich Koupangoy pour le compte rendu. Sur les 300 millions de francs CFA de la première tranche de l'aide Covid-19 octroyée par la FIFA, la FEGAFOOT a prélevé 125 millions pour diminuer la dette que l'État doit aux joueurs. Des fonds qui ont été redistribués aux joueurs et encadreurs des clubs évoluant dans notre championnat national. Si certains sont ravis de ce geste, d'autres estiment avoir été oubliés par la FEGAFOOT. Rémi Ebanega, président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Tous les joueurs nous appellent. Les clubs aujourd'hui qui sont en première division ne sont pas forcément considérés depuis le 2016. Et ces joueurs-là qui ne sont plus dans ces clubs-là, où est-ce qu'ils vont? Donc c'est comme si on revenait. Il n'y a que la FEGAFOOT qui peut mieux situer tout le monde par rapport à ça. Et comme on n'a pas été associé, c'est qui a donné son accord de comment on va partager la dette. Donc on est vraiment réellement surpris de la décision du comité exécutif de la FEGAFOOT, de la manière dont ils ont partagé la dette aux joueurs, parce que ça a une lourde conséquence aujourd'hui sur les joueurs qui sont perdus. Une dette qui concerne les saisons 2016-2017 et 2017-2018 du championnat national professionnel. L'Olympique Mandji, le FC 109, Azim et Atangatier, qui avaient disputé ces 2 saisons, n'ont rien perçu. Une situation alarmante pour les propriétaires des 10 clubs. Landing Kei, président de l'association des clubs de première et deuxième division. Il y a des clubs qui ne prennent pas part au championnat lors de ces saisons qui aujourd'hui sont rentrés en possession de cet argent. Et il y a des clubs qui aujourd'hui n'existent pas, mais les joueurs sont en activité. Comment vont-ils percevoir cet argent? Si on aurait pris la peine d'inviter tout le monde, on aurait dit attention, il y a telle situation qui risquerait de se produire. Le président fédéral, en voulant faire bien en donnant l'argent au club, va créer un préjudice. Créé en 2014, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a pour rôle la défense des droits des footballeurs professionnels et la valorisation du statut de ces derniers. Nous poursuivons cette page de sport avec vous, Ulrich Koupangoy, consacré au rugby et au football, avec la suspension du processus électoral de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA. Alors que la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a invalidé hier jeudi la candidature de Didier Drogba, la FIFA a demandé la suspension du processus électoral et réclame des comptes à la dite fédération. Ce processus électoral pourra reprendre une fois que l'instance faîtière du football mondial se sera rassurée que tout se déroule dans de bonnes conditions et dans le respect de ses textes. Notons que Didier Drogba a décidé de déposer un recours auprès de la Fédération ivoirienne de football. Et puis le FC Barcelone vient d'engager le jeune espoir sénégalais Moussa Ndiaye. Le jeune défenseur rejoint l'effectif B du club espagnol. Âgé de 19 ans, Ndiaye est l'avenir au poste de défenseur des Lions de la Teranga. Il a signé pour 3 ans plus 2 années en option. Vice-champion d'Afrique U20 et pétri de talent, il a été retenu par le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé pour les éliminatoires de la CAN 2021. À lui désormais de se surpasser en équipe réserve du Barça pour postuler en équipe première. On reste dans le football.
La Super Coupe d'Angleterre 2020, communément appelée Community Shield, se dispute ce samedi 29 août 2020 au stade de Wembley. Une rencontre qui va opposer le champion d'Angleterre Liverpool FC au vainqueur de la FA Cup Arsenal où évolue le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang. Artisan de la victoire en finale de la FA Cup, l'international gabonais va devoir se surpasser pour conduire son équipe à la victoire. Un trophée qui manque au riche palmarès de l'avant-centre des Panthères du Gabon. Du rugby, pour finir, arrêté en raison du Covid-19, les Coupes d'Europe de rugby se termineront par une phase finale avec des finales à Marseille les 16 et 17 octobre prochains. Les quarts de finale des deux tournois auront lieu le week-end des 18, 19 et 20 septembre et les demi-finales les 25, 26 et 27 septembre. La saison européenne se terminera par la finale de la Challenge Cup le vendredi 16 octobre et la finale de la Champions Cup le samedi 17 octobre. Ces décisions restent liées à l'évolution de la situation sanitaire et des restrictions sur les rassemblements publics et les voyages internationaux à cause du Covid-19. Merci Ulrich Koupangoy pour toutes ces informations sportives. Le rappel de l'essentiel de l'actualité. Des ouvrages vendus au rabais à l'endroit de toutes les catégories d'apprenants, étudiants lycéens, même les classes de terminale sont invités à la foire aux livres à l'université Omar Bongo. Une initiative qui pourrait s'étendre jusqu'au 14 septembre 2020. Lutte contre la Covid-19 dans le Wallenthem, où le ministre de la Santé est allé s'enquérir du dispositif de riposte contre la Covid-19 et faire un état des lieux des structures de santé de la province. Puis sport, conférence de presse matin à Libreville animée par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Au centre des échanges avec la presse, le partage des 125 millions de francs CFA alloués aux joueurs pour la diminution de la dette. C'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Thierry Conrad Wanya, au montage Herman Nosunga. La page de sport portait la griffe d'Ulrich Koupangoy. Fabien Guillaume, c'est moi. Merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.